L'histoire d'un déracinement, l'histoire d'un enracinement, l'histoire d'une quête de son identité personnelle et des générations qui le précèdent, c'est un peu la vie qu'a menée Yossi Charbit. Il est docteur en histoire, spécialiste en histoire juive. Vous le connaissez forcément parce qu'il intervient souvent sur notre antenne, mais là, vous allez connaître la face pile, on va dire, de cet homme, voilà, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, et qui raconte aussi notre propre histoire. C'est parti pour son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Yossi Charbit, bonjour. Shalom. Alors, je suis autorisée à dire Yossi. Sans problème. Alors, vous êtes arrivé en Israël, vous aviez 12 ans, alors que vous êtes né à Constantine et que vos parents ont posé tout d'abord leur valise à Cannes, puisque votre père était le grand rabbin de Cannes. C'est ça, je suis l'enfant de l'émigration. J'ai tourné beaucoup entre le continent africain, par l'Europe et en fin de compte en Asie, en Eretz Israël. Cannes, c'était quoi? C'était une espèce de... Intermède. Voilà, c'est ça. Parce que oui, mais ça a marqué parce que c'est une ville très, très belle, très, très pittoresque, très... j'ai beaucoup aimé les films. J'étais attiré par les films, par les cinémas, le festival de Cannes. Et parfois j'ai quelques remords parce que j'étais tout jeune et j'allais voir des films qui étaient pendant le fameux festival de Cannes. Et mon père était le rabbin de Cannes. Il n'était pas trop d'accord, peut-être. Si? Il ne savait pas. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, en fait, c'est une ville, évidemment, où le luxe est très important, il fait bon vivre, la plage, ça rappelait peut-être un peu voilà, la vie au soleil que vos parents ont dû vivre, et vous aussi d'ailleurs, à Constantine, mais c'était pas du tout une fin en soi pour votre père, en tout cas. C'est-à-dire que... en 62, c'était la grande exode des Juifs d'Algérie. Mon père, on lui a proposé d'aller à Baden-Baden, qui était une ville allemande, mais française. Un petit peu moins fun que Cannes, quand même. Et ma mère, elle a dit « At Cannes ». Elle a bien fait. Elle a dit, elle a posé son veto, elle ne voulait pas aller à Baden-Baden, mais elle est arrivée à Cannes, on est arrivé à Cannes. Et mon père est devenu le rabbin de Cannes. Mais la première chose qu'il va dire en montant sur l'estrade pour son intronisation, il va dire « Mon objectif est de monter en Eretz Israël ». Alors le grand rabbin Kaplan est venu vers lui avec sa femme, Fanny Kaplan. Il lui a dit « Mais écoutez, on vous intronise ici en tant que rabbin de Cannes et vous parlez d'Eretz Israël ». Déjà de partir, donc ça se faisait pas tellement à l'époque. Oui, alors il a dit « Oui, je vais faire tout ce qu'il faut faire ici, mais ça va être mon objectif, ça va être ma raison d'être ». Alors en 70, c'est une étape importante puisque c'est le moment où vos parents décident de faire leur valise, donc a fortiori vous aussi. On est dans l'après-guerre des 6 jours. Voilà, il y a une vague de Juifs d'Algérie qui sont partis en Israël à cette époque-là. Les Juifs d'Algérie qui résidaient en France déjà. C'était une chose intéressante parce que moi je fais le rapport entre l'atterrissage sur la Lune en 69. D'accord. Et durant laquelle j'ai fait une nuit blanche. J'étais très, très, très attiré par cet atterrissage. Et puis, en fin de compte, ça a précédé l'atterrissage en Eretz Israël. Pas sur la Lune, mais en Eretz Israël. Peut-être plus important que la Lune. Et on est monté en Eretz quand mon père... on lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Eretz Israël ? Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Alors il a dit, j'espère être dans le rabbinat, mais si ça ne marche pas, je créerai une épicerie, mais si ça ne marche pas, je balayerai les rues d'Eretz Israël. Il était sincère. Quand même, vous étiez nombreux. C'est pas un petit peu utopiste de parler comme ça. Il était prêt vraiment à le faire. C'était une grande émouna, une grande foi, et une grande, certitude que ça irait bien. Que c'est ce qu'il faut faire. 8 enfants, certes, c'est pas évident, mais cette émouna a été avec lui. Et la preuve est que quelques jours avant notre Aliyah, notre père va
va recevoir un télégramme de l'agent juif, comme quoi il faut reporter la Aliyah, parce qu'il y a des problèmes de logement, des problèmes de... Donc, en gros, il n'a pas de travail, il n'a pas où vivre. Alors, mon père a plié le télégramme, il l'a mis dans sa poche, et on l'a découvert que 20 ans plus tard. Et comme quoi, c'était une Aliyah de Emouna, de foi. Vraiment, il ne savait pas trop ce qui allait arriver. On est arrivé à Kfar Chabad, qui était un centre d'intégration. D'ailleurs, on a inauguré ce centre-là. Et on aboutit à Kfar Chabad. C'était 6 mois féeriques, formidables. Ma mère, Zichronah Livracha, avait beaucoup de nostalgie de ce passage à Kfar Chabad. Un village très plein de verdure, etc. Mon père faisait des allers-retours à Natania. En fin de compte, Baruch Hashem, on est arrivé quelques mois plus tard. Ouais, là-bas, il a trouvé un poste. À Natania, il a trouvé un poste. Il était le rabbin de la partie nord de Natania, c'est-à-dire près de 10 synagogues, dont celle de Alfonso Sabar, un grand monsieur du Maroc, de Casablanca, qui était de Tétouan, et un homme... sur lequel d'ailleurs j'ai eu la chance d'écrire un ouvrage. Et Alfonso Sabar l'a réceptionné à Natania. Et c'était pendant 32 ans que mon père a donné son cœur, la communauté de Natania. La communauté, pas seulement de Natania, mais je pourrais dire de la communauté francophone en Israël. Et c'était une adresse. C'était une adresse. Quand on avait un petit souci, quand on avait besoin de parler. Exactement. Alors justement, lui, c'est son parcours, mais vous étiez un enfant de 12 ans. Comment vous avez senti ça ? Vous étiez content de partir en Israël ? Parce que ça fait un deuxième déracinement ? J'étais content, mais j'étais un peu anxieuse. Je ne savais pas exactement vers où nous arrivons. Et d'ailleurs, mon grand frère était arrivé quelques mois auparavant. Il est arrivé au village de Yemin Ord, là où je vais être aussi accepté. Un Kfar Noir, un campus pour jeunes. Pour jeunes de l'Aliyat Noir. Voilà, on dort là-bas sur place. Bien sûr, un internat et un village. Et nous avons eu le privilège d'avoir un grand maître, un monsieur qui s'appelle Yitzhak Meir, un monsieur qui deviendra plus tard un ambassadeur d'Israël, un consul d'Israël. Il était dans l'agence juive aussi, un des grands patrons de l'éducation juive en Angola. Il vous a aidé à vous construire, lui ? Pardon ? À comprendre, à mieux comprendre pourquoi vous étiez là ? Tout à fait, parce que nous avions, chaque Shabbat, nous avions un discours extraordinaire de la Parashat HaShavua. C'était un niveau hyper élevé en hébreu, un très très bel hébreu. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup influencé. Et j'ai eu la chance ça vous a beaucoup influencé, et à plus d'un titre, parce que vous avez même écrit le bouquin que vous avez juste en face de vous, ça s'appelle Une terre à découvrir, voilà, où vous passez la Parashat HaShavua, mais en fonction des villes d'Israël. On peut à la limite parcourir Israël, le livre en main, et voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que parfois les personnalités comme ça qu'on rencontre pendant l'adolescence, pendant l'enfance sont marquantes. On ne comprend pas tout de suite. Mais ce qui est très touchant dans votre histoire, c'est que votre père est monté en Israël. Il vous a fait tous monter après la guerre des 6 jours, en raison de la guerre des 6 jours. Et vous, c'est après la guerre de Kippour que vous avez trouvé votre vocation, que vous avez compris que vous seriez historien. Alors vous avez envie de faire plein de trucs. Vous voulez être médecin, vous voulez être chef d'orchestre, vous voulez faire plein de choses, vous voulez être batteur. Non, finalement, vous seriez historien. Alors... Oui, c'est vrai que nous allons vivre des mutations d'identité, comme disait Manitou. Et je voulais un petit peu mieux comprendre tous ces passages-là, toutes ces mutations. Vous avez envie de savoir qui vous étiez, en fait. Exactement. Et d'autant plus que je savais que je suis un enfant de la communauté algérienne, mais il me semblait que c'était une communauté, disons, je dirais, moyenne, au niveau du judaïsme, etc. Et puis tout d'un coup, je découvre que c'est une communauté extraordinaire. Et moi-même, je suis le petit-fils du grand rabbin Yosef Renassia, qui a écrit 137 ouvrages. Et je voulais me poser la question, qui suis-je en fin de compte, et quel est mon parcours, et pourquoi j'aboutis en Eretz Israël, que cela signifie. Ouais. Et la guerre de Kippour était un tremblement de terre. Pour le peuple et pour vous. Et pour moi. Moi, j'avais à peine 16 ans, ce qui m'a fait questionner beaucoup de questions et interpeller. Et voilà que
Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était l'angoisse totale. On pensait qu'Israël allait être détruit, réduit à néant. Il y avait beaucoup d'angoisse. D'ailleurs, Manitou fondera l'école de Marianoth suite à la guerre de Kippour, parce que justement, il y avait un grand questionnement, il y avait une grande remise en question, il y avait un grand examen de conscience. Et la guerre de Kippour a engendré pas mal de courants de tchouva et de remise en question. Et d'ailleurs, la politique israélienne aussi est devenue beaucoup plus polarisée. Et il fallait mieux comprendre le pourquoi et le comment de toute cette existence-là en Israël. Et je savais que notre existence en Eretz Israël est inconditionnelle. Et c'est pourquoi... Et il fallait renforcer cette identité. Je ne savais pas encore que j'allais devenir historien, mais à la suite de mon baccalauréat, je vais être à l'armée de l'air. Ouais, aiguilleur du ciel. Aiguilleur du ciel. Et dans cette tour de contrôle, j'ai commencé à bouquiner. Et l'histoire d'Israël m'a beaucoup interpellé. Et j'ai commencé à me questionner et à approfondir. Et en 80, j'arrive à l'université hébraïque de Jérusalem et j'ai commencé mes études d'histoire et de relations internationales. Et tous ces thèmes-là m'ont vraiment intéressé. Et un beau matin, je me suis dit, je vais commencer à écrire ma maîtrise. Je commence par comprendre l'importance de la personnalité du Rav Yosef Renassia. Et c'est comme ça que j'ai commencé... À partir de votre histoire, que vous avez commencé à écrire des bouquins, vous en avez écrit... Sur les Juifs d'Algérie. Voilà, beaucoup, une dizaine au moins. Oui. Voilà, et puis entre autres choses, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui déclenche voilà, des carrières, quelles sont... Parfois, c'est des petites choses. Et pour vous, c'était ce questionnement perpétuel, quoi. J'avoue que, tandis que Yitzhak Meir m'a enseigné la beauté du retour à Sion, voilà que j'ai rencontré un grand maître qui s'appelle Israël Eldad, qui lui aussi a un très bel hébreu, très poétique, et qui était l'élève de Uri Tzvi Greenberg, le grand poète. Israël Eldad, le père de Ariel Eldad, le professeur Ariel Eldad, m'a enseigné la perplexité, les problèmes, la problématique du retour à Sion. Et plus tard, je rencontrerai Manitou qui, lui, va me donner les solutions de cette complexité du retour à Sion. Je crois que ces trois personnages-là m'ont beaucoup, Yitzhak Meir, Israël Eldad et Manitou, m'ont beaucoup guidé dans ma voie. Bien sûr, j'ai commencé à étudier de grands historiens, mais j'avais souvent, dans la toile de fond, ces trois personnages qui me disent et qui me guident et qui m'enseignent quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, c'est vrai, vous aimez les choses profondes, vous aimez trouver du sens à ce que vous faites, mais il y a aussi, et sans vous en parler moins, mais on peut en parler aujourd'hui, un trio dans les années 70, alors que les gens avaient le moral à zéro après la guerre de Kippour, etc. Ben, ça fait peut-être partie aussi de votre réflexion. Ça s'appelait Agash Achiver. Agachash Achiver. C'est le Gachash, c'est celui qui comment dire, celui qui s'occupe des traces quand je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est celui à l'armée qui s'occupe de l'éclaireur. C'est un éclaireur qui, lui, qui repère les traces. Sur les traces de traces. Les traces des traces, d'accord. Okay. Il s'occupe de voir si c'est un homme qui a pénétré les frontières, est-ce que c'est un animal, etc. D'accord. Alors le Gachash Achiver, il est tout pâle parce que il rencontre des traces menaçantes. Okay. Alors, et donc c'était un trio qui a remonté le moral du pays. Très humoristique. Je pense qu'il a joué un rôle extraordinaire. Il a remonté le moral et puis c'était rencontrer l'humour israélien des années 70. Et c'est vraiment... Ça a fait partie aussi de votre intégration, ça vous a aidé à vous intégrer ? Tout à fait. J'ai commencé à rencontrer des expressions israéliennes. Et Vanta et Baruch. C'est une expression du Gachash. Et
toute ma famille a commencé à rigoler autour de ces Mais ces c'est blagues. important de parler de ces moments parce que c'est vrai qu'il y a les personnalités importantes, il y a l'armée, il y a toutes les étapes que tout le monde passe, mais il y a aussi parfois des petites choses dans la culture israélienne qui fait que quand on est au Lechadash, pour s'intégrer, on a besoin de s'appuyer sur ce genre de choses parce que ça aide énormément à comprendre l'environnement dans lequel on est arrivé, tout simplement. Alors ça, c'était touchant. Alors ce qui est touchant aussi avec vous, c'est que vous avez très vite, on va dire après l'armée, eu un autre amour qui s'est développé pour une région. Kiryat Arba, vous y avez passé 32 ans. Vous qui ne connaissiez pas vraiment cet endroit, vous l'avez connu grâce à Shalom Var, qui était sur votre route aussi, un personnage haut et en couleur, qui a été maire de cette ville pendant longtemps. Oui, il avait organisé quelques groupes. Noam Arnon, qui était le porte-parole de Hebron Kiryat Arba, était un élève. On était assis sur le même banc. Et voilà qu'il vient vers moi et me dit, j'aimerais bien tes cahiers, là je vois que tu fais des notes. Et je lui ai donné mon cahier. Le lendemain, il me dit, tu sais, il y a Shalom Var qui serait intéressant à avoir des guides en français. Je lui ai dit, qui c'est Shalom Var? Je ne le connais pas. Et voilà que je suis arrivé à Hebron Kiryat Arba. On a commencé à guider quelques groupes qu'on a appelés Netzach Israël, dont Rivka Bouhani, j'étais une des premières de ce groupe-là. Et plus tard, elle va rester en Israël et va se marier avec Yitzhak Bouhanish, les deux élèves de Manitou. Zichrono Livracha, qui est tombé dans un terrible attentat qui avait fait plus de 12 morts à Hebron, justement. Ce Shabbat Vayetse. Voilà, donc c'est bien de rappeler sa mémoire. Alors, vous avez eu un amour vraiment fort pour Kiryat Arba. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez allé jeter au pilori par les médias qui vous traitaient de colons, Hebron, c'est la capitale de la Judée. C'est pour ainsi dire la capitale de l'identité juive. Qui dit Judée parle de juif, qui dit juif parle d'identité juive. J'avoue que plus tard, je vais être interpellé par l'identité hébraïque, qui est quelque chose de beaucoup plus élevé, qui aura une dimension universelle, mais l'identité juive commence à partir de la judéité de Juda, de la tribu de Juda et de la région de Juda. Et de la Judée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner à la Ulpena de Kiryat Arba. Ouais. Et j'ai commencé aussi à continuer mes échelons dans ma carrière académique. Mais en 88, on va partir pour 2 ans avec mes deux avec mes 2 petites filles. On est parti en shlichut et en mission éducative dans le mouvement de jeunesse Bnei Akiva. Et voilà que... Et puis le mouvement étudiant Moracha que j'avais créé à ce moment-là. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est vrai que vous avez fait plein de choses, on va raconter, mais vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous ressentiez lorsque vous étiez vilipendé, voilà, tout simplement parce que habitant dans cette ville de Hebron? Il y a une sorte d'interaction entre les nations et Israël. Cette interaction-là va, en fin de compte, être une interaction qui interpelle l'identité de chacun des intervenants. C'est-à-dire que les goïms, les nations vont nous remettre en question quant à notre appartenance à la terre d'Israël. Et plus nous serons convaincus de notre appartenance, plus les nations vont l'être aussi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tout d'un coup, les États-Unis font la reconnaissance de la Judée et Samarie. Le monde arabe commence à se rapprocher. Parce que justement, nous avons bien tenu le coup pendant pas mal d'années. Pendant 70 ans, nous avons insisté sur le fait que ça nous appartient. Et on retourne à Sion. Et ce mouvement-là va, sans aucun doute, remettre en question
le monde entier. Alors justement, ce retour à Sion, il existe clairement et dans les faits pour vous aussi, puisqu'aujourd'hui vous habitez Jérusalem. Vous êtes arrivé à Jérusalem, comme vous le dites. Oui, on est monté à Jérusalem. Après, la chance que j'ai, c'est que quand je vais à Hebron, je monte à Hebron, et quand je viens à Jérusalem, je monte à Jérusalem. C'est vrai que c'est sur les cimes des monts de la Judée. On est monté à Jérusalem il y a 3 ans pour nous rapprocher de ma chère belle-mère qui habite à Jérusalem. Ma femme est native de Jérusalem. Elle est née à Jérusalem. C'est une redécouverte aujourd'hui, cette ville, pour vous ? Je l'ai fréquenté beaucoup. Très vous avez longtemps, été étudiant mais ici. C'est sûr qu'en tant qu'habitant de Jérusalem, c'est quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui est tellement spécial dans cette ville ? C'est la capitale. On peut pas. Hebron, c'est la capitale de Juda, et Yerushalayim, c'est la capitale de l'hébraïsme. On est au top, là. On est au top du top. Et on a fait le parcours de David, le roi d'Israël. Il a fondé la royauté à Hebron. Il est monté à Jérusalem pour fonder la capitale de Jérusalem. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de la vieille ville de Jérusalem. C'est sûr, mais c'est aussi une ville très diversifiée, quoi. Il y a beaucoup de gens complètement différents ici, contrairement aux stéréotypes qu'on a souvent sur cette ville. Certes, c'est sûr. Moi, une chose qui me préoccupe énormément, et peut-être c'est l'occasion de le dire, c'est que quand je suis arrivé à Jérusalem, j'ai rencontré beaucoup d'élèves que j'avais pendant ma shlichut, mais j'ai rencontré aussi une génération qui a été, je dirais, désionisée. Elle monte aujourd'hui en Israël, c'est cette francophonie qui monte en Israël et qui ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Pourquoi ? Et c'est-à-dire, peut-être c'est l'antisémitisme aujourd'hui c'est la xénophobie. Les gens montent en Israël sans vraiment savoir pourquoi ils y restent. Ils sont en crise. Pourquoi ils y sont, en crise d'identité. Je crois que l'impact qu'avait Manitou, il l'avait jusqu'en 96, 97, 2000. Entre les années 2000 2020, je crois qu'il y a un creux et qu'il faut remplir et qu'il faut régénérer. C'est-à-dire qu'il faut réenseigner la Torah d'Eretz Israël. Alors moi, je vous propose de finir l'émission par un très joli passage de votre livre qui se trouve à la fin de ce très beau livre, d'ailleurs que je vous engage à découvrir. Une terre à redécouvrir. Une terre à redécouvrir de Yosef Sharvit. On va finir comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez encore faire plein de projets. Voilà. De rien. Merci à toi. Avec plaisir. Nous aboutissons au terme des 5 livres de la Torah. Rien ne se termine, tout continue. Nous avons observé tout au long de l'année la terre d'Israël, et ce regard cache le grand secret d'Israël, le fait qu'elle existe concrètement, physiquement, et à partir du concret du terrestre, nous pouvons et nous pourrons nous élever et monter sur cette échelle, l'échelle de Yaakov qui lie terre et ciel. Notre génération est privilégiée. Elle n'a plus besoin d'imaginer. Les faits sont là, et à nous de savoir acheter notre terre. Je n'entrerai dans la ville céleste de Yerushalayim qu'après être entré dans la ville terrestre. Ok, merci 1000 fois. À très très bientôt. Toda rabba. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.